maximum avez-vous parcouru en une journée? Où? N'importe où, au pôle Nord. Le plus que j'ai fait dans la journée? Je sais pas. Au pôle Nord, je faisais 18 km par jour en moyenne. De temps en temps, c'était 20. J'habite à Paris, j'en fais au moins 10 par jour. Je marche. Je suis un partisan de la marche. Sinon, je ne suis pas un marathonien, vous voyez. Il y a des gars qui comment ils s'appellent, les trailers, non? C'est ça? Ultra-trail. Oui, ça c'est extraordinaire. Moi, je ne suis pas du tout, vous voyez, je suis un marathonien lent. Donc, endurant, sur la longueur. L'endurance, si on reprend le pôle Nord, par exemple, pour moi, c'était 30% dans les jambes et 70% dans la tête. Il faisait très froid. Quand on tire son traîneau, on n'a pas froid. Même s'il fait moins 40 dehors, on n'a pas froid parce que le corps produit de la chaleur à l'effort. Notre corps, la machine musculaire, a un aussi mauvais rendement que le moteur à explosion des voitures. Dans une voiture, 75% de la combustion dans les cylindres, si vous voulez, est de la chaleur. 25%, c'est du mouvement. Notre corps, c'est pareil. 75% de la contraction musculaire, c'est de la chaleur, et 25%, c'est du mouvement. Donc on a un mauvais rendement. Donc quand on tire son traîneau et qu'il fait très froid, vous voyez, on produit de la chaleur, il ne fait pas froid. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais... Voilà. Moi, je me demandais, au début, vous avez fait une expédition en solitaire parce que c'était votre objectif, c'était un objectif personnel. Mais il a fallu que ce soit financé quand même. Donc, oui. Vous aviez des fonds, c'était par rapport à une entreprise ou une association. Comment est-ce qu'on trouve les fonds? Oui, voilà. Ça, c'est le parcours du combattant. Trouver les fonds, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ça fait partie de la préparation psychologique. Parce que non, on l'a déjà. Hein, quoi que l'on toutes les non, on l'a. Qui qu'on interroge, on a non. Oui, il faut aller le chercher. Ça, c'est le boulot. Alors, comment est-ce qu'on fait? Là aussi, c'est de la persévérance. Tu vois, c'est aussi ingrat que l'autostop. Tu vois, tu es porteur d'un bon projet et tu demandes qu'on t'aide comme ça, et puis ça passe comme ça, on ne t'écoute même pas. Et donc, c'est très ingrat. Et je sais aujourd'hui, si tu veux, il faut, c'est important pour vous aussi que vous compreniez que pour essayer d'accéder à un niveau de décision, il faut faire des questions courtes, précises. Tu vois. On a tendance à vouloir faire un gros dossier pour montrer qu'on vraiment on maîtrise la situation. Personne ne va le lire. En première intention, tu vois, en première intention, pour attirer l'attention, c'est trouver les mots justes, la phrase qui convient, voilà. Et ça, c'est fait une grosse partie du travail. Moi, je fais les mêmes erreurs tout le temps, tu vois, je mets pour montrer que quand même, celui-là, il est vraiment, voilà. Et je sais que si on veut attirer l'attention, alors, sur le prochain projet, je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est un bateau vertical. Donc, on me dit sur quoi vous travaillez, je dis sur un navire vertical. La porte est ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu mets le pied là. Il faut. Voilà. J'étais le parrain d'une. Je parraine des trucs. J'étais le parrain d'une promotion de thésard au Muséum d'Histoire Naturelle. Je ne sais pas si vous avez lu déjà les intitulés de thèse de 3e cycle de biologie. C'est incompréhensible. Il me le confirme, et c'est un spécialiste. Même par le thésard. Même par le thésard même. Et donc, il y en avait quelques-uns qui sont venus autour de moi pour me dire je ne sais pas si avec ça je vais trouver du travail, tu vois. Et effectivement, si je prends, comme ça je l'invente, mais une thèse sur l'ADN de la 3e patte du scarabée doré, tu vois, je dis avec ça tu es sûr que tu ne vas pas trouver du boulot. Par contre, on sait que tu es intelligent, que tu as une capacité d'analyse, de synthèse, que tu sais faire des recherches bibliographiques, etc. Et ça, c'est la base. Mais est-ce que tu as fait l'effort d'expliquer à ton ami, à ton copain, à ta famille, ce sur quoi tu travailles et leur donner envie de t'écouter? Tu vois, c'est tout l'art
de simplifier les choses complexes de manière à matcher avec la marche du monde. Et à partir du moment où toi tu fais ce chemin, en même temps tu clarifies ce que tu fais, tu le mets dans une dimension beaucoup plus large que ton objectif étroit, pointu sur lequel tu travailles. Et quand on recherche des financements, c'est ça. En général, si c'est bien présenté, il y a plus de chances, mais ça veut pas, il ne faut pas que ce soit long. Tu as compris que ce soit des mots choisis, courts, incisifs. Non, excusez-moi, c'est moi qui distribue le micro, je me le donne facilement. Non, juste sur les thèses, j'en ai quand même dirigé un certain nombre dans ma vie. Ça a quand même une formation par la recherche, c'est une formation formidable, Oui. et que je pense que ce sont des formations qui en fait sont très recherchées. C'est-à-dire même si on a travaillé sur quelque chose qui est complètement pointu, c'est le but d'une thèse, c'est de poser une question précise à laquelle on va répondre en 3 ans. Et derrière, on a appris une méthode, une réflexion, une curiosité, une façon de fonctionner qui fait que on est prêt à faire du travail. Et je pense que dans un moment où, en gros, on va changer de métier tous les 10 ans, tous les 15 ans, tous les 20 ans, avoir appris à apprendre et avoir appris à cette méthodologie est extrêmement important, et que les thésards ont dit, à un moment donné, il y avait le docteur chômeur. En fait, c'est pas vrai, le docteur il trouve du boulot sans aucun problème. Faut pas les décourager. Non, non. On donne la parole à... Ah non, tu t'as pas posé la question. Corinne. Je me demandais, quand vous êtes arrivé au pôle Nord, votre but précis, d'arriver au centre, vous avez dû revenir, et est-ce que vous êtes revenu par vous-même ou est-ce que quelqu'un est venu vous chercher? Ah non, non, heureusement, elle est venue me chercher. Et, non, c'était organisé. Hein. C'est un petit avion sur site qui est venu me chercher. Mais il est venu me chercher 4 ou 5 jours après que je sois arrivé au pôle Nord. J'avais plus rien à manger, j'avais faim. Enfin bon, ça c'était un détail. Mais on est venu me chercher. D'accord, merci. Si vous avez des questions. Oui. Ah. Voilà, donc tout à l'heure vous disiez qu'il y avait peut-être encore moyen aujourd'hui d'arriver à, entre guillemets, réparer ce qu'on avait fait à la planète, c'est-à-dire de revenir, je crois que c'est le mot, de revenir à l'état initial. On a énormément abîmé la planète pendant les 100 dernières années, le début de l'ère industrielle, tout ça. Je crois, mais il faudrait vérifier ça, que par exemple dans environ 15 ans, au rythme où on va, il n'y aura plus de possibilité de créer des batteries au lithium, c'est-à-dire ce qui est dans nos portables, ce qui est absolument tout ce qui consomme de l'électricité. Vous pensez que vraiment on pourrait réparer ça? On pourrait revenir Alors, au départ? tu poses une bonne question. C'est que on est sorti de l'écosystème Terre. Et donc, je fais régulièrement des conférences sur ce mot-là, réintégrer l'écosystème Terre. Si vous voulez, l'écosystème Terre originel, il repose sur un trépied bien stable. Tout ce qui est un trépied est très stable. Production primaire. La production primaire, c'est le verre, si vous voulez, hein, c'est la végétation à terre, mais la végétation en mer, de phytoplancton, les herbes planctoniques qui sont sur l'océan, qui sont le point de départ de la chaîne alimentaire, du réseau alimentaire de l'océan, et à terre, toutes les prairies, tout ce qui est vert, les végétaux, sont le point de départ du réseau alimentaire, avec des végétariens, des carnivores végétariens, etc. Donc tout ça, c'est la production primaire. Ça repose effectivement sur la photosynthèse. La photosynthèse, c'est la capacité qu'ont les plantes, ça c'est le miracle, les plantes, elles se nourrissent en regardant le soleil, les pieds dans l'eau, capter quelques sels minéraux de l'eau, regarder le soleil, elles captent le gaz carbonique, le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, avec lequel elles font du glucose, et dans la réaction, elles nous libèrent de l'oxygène. C'est simplifié, mais c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est la photosynthèse. Ça, c'est la production primaire. Deuxièmement, dans la nature, il y a les consommateurs, sur un système de proies prédateurs. Hein, les consommateurs, ils sont végétariens, carnivores. Et troisièmement, les recycleurs. Les recycleurs, c'est les chacals, hyènes, vautours, etc. Et surtout, des milliards de micro-organismes, de bactéries, qui décomposent la matière organique des recycleurs en matière minérale jusqu'au bout, décomposition totale, et cette matière minérale va alimenter
la production primaire. Donc tu vois, production primaire, consommateur, recycleur, ça c'est l'économie circulaire parfaite de la nature. Ce n'est pas stable totalement, ça évolue sur des milliers d'années, sur des millions d'années si vous voulez, mais le fonctionnement il est ainsi. Là-dessus arrive Superman. Superman, mutant surdoué. Nous sommes des mutants surdoués. On invente des machines d'une puissance remarquable, des outils extraordinaires, on devient de plus en plus nombreux, on grignote de plus en plus partout, on produit énormément, on veut satisfaire une population qui est croissante, on invente des besoins, etc. Et donc on continue à produire, d'accord? Et à côté, on est de très très mauvais recycleurs. Très mauvais recycleurs. Et donc, quand je fais des interventions en entreprise, mais c'est pareil pour vous, quand dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, réfléchir sur ces 3 points de nos actions, sur ces 3 points. En quoi on est perturbateur sur la production primaire? La déforestation est un exemple, si vous voulez, on impacte une limitation de la production primaire. Donc il faut faire de l'agroforesterie, réhabiliter les sols, faire des prairies le plus possible, mettre du verre. Si vous voulez, le verre, c'est le point de départ de la production primaire, et le verre, comme je vous dis, la chlorophylle, c'est ce qui capte le gaz carbonique de l'air. C'est un régulateur essentiel du climat. Où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est mauvais pour la production primaire, que ce soit à terre ou à l'océan. Deuxièmement, soyons des consommateurs avertis, intelligents, raisonnés, raisonnables. Effectivement, on sait aujourd'hui tout ce qui n'est pas bien d'acheter, ce qui vient de loin, ce qui est mal emballé, ce qui machin et tout. Donc soyons des consommateurs intelligents. Et là, recycleur, on n'est pas bon. Recycleur, on est extrêmement mauvais. On est au début du recyclage. On est au début de l'ère du recyclage. Et il se passe un truc assez important depuis le 1er janvier de cette année, c'est que la Chine, qui était le grand absorbeur d'une grande partie des déchets du monde, à la fois des déchets organiques, etc., mais surtout des matières premières, de la ferraille, de tout comme ça, a arrêté ses importations depuis le 1er janvier. Donc aujourd'hui, ça se déplace vers le Nigeria, vers l'Angola, vers le Vietnam, mais ça va s'arrêter. Ces pays ne vont pas pouvoir, si vous voulez, continuer dans ce sens. Ça veut dire qu'il y a une obligation et même un avenir énorme dans le recyclage. Et le recyclage, c'est de la biochimie, c'est de la chimie, c'est extrêmement pointu. Et donc, arriver à faire, si tu veux, avec nos produits de consommation, savoir faire des produits de consommation qui sont, que l'on peut recycler quasi, l'idéal c'est quasi entièrement, de manière à refaire des matériaux, de la matière primaire qu'on va pouvoir réintégrer dans la consommation. J'étais il y a, je l'ai dit tout à l'heure, lundi, j'étais dans une ville qui s'appelle Decazeville. Decazeville, c'est dans l'Aveyron, c'est perdu dans l'Aveyron. C'est un ancien pays minier, et là s'est installée une entreprise qui fait du recyclage de batteries. Et c'était, si tu passes à Decazeville, il faut aller la visiter. J'ai été choqué parce que c'est une ambiance où on scie des batteries, il y avait des gros trucs comme ça coule, ça machin et tout. Mais ils récupèrent tout et ils arrivent par une forme de distillation, si tu veux, à revenir aux matériaux d'origine. Donc ils produisent du nickel, ils produisent du cadmium pour les batteries nickel-cadmium. Et ils arrivent aujourd'hui à recycler les batteries lithium-ion. Et ils font ce recyclage-là, par exemple pour Saft. Saft, c'est le grand producteur français de batteries lithium-ion. Et aujourd'hui, ils travaillent pour Saft pour recycler ça. Et j'étais lundi, et le gars m'a appris une chose, il me dit, on vient d'avoir le marché du recyclage des batteries du groupe Volkswagen. C'est une entreprise qui est très en pointe, une entreprise qui est au fond d'une vallée, mais il y a une poignée d'ingénieurs qui sont là, ça a l'air absolument passionnant ce qu'ils font. Donc, tout ça pour te dire, tu as bien raison, toutes les questions que tu poses, c'est vrai, mais à l'œuvre, il y a déjà des entreprises qui sont à l'œuvre. Les communautés de communes, aujourd'hui, ne peuvent plus se permettre de gaspiller, etc. Donc, il y a un mouvement qui est à l'œuvre. Et toi, tu vas être un acteur, tu vois. À un moment donné, tu vas prendre l'héritage de ce que nous on t'a amené, mais il va falloir être certainement plus attentif, plus intelligent, plus vigilant. Et les solutions, elles existent, mais ça fait appel à de la très haute technologie, de la science de l'ingénieur, de la biochimie, etc. C'est un vrai métier d'avenir. C'est plus le ferrailleur du coin,
aujourd'hui, c'est quelque chose... On a besoin du ferrailleur du coin pour le gros, mais recycler les choses comme ça fait appel à des connaissances très, très avancées. Tu es d'accord? Je m'en réfère toujours à Philippe, qui est quand même un professeur d'université. Oui, bonsoir, merci pour cette conférence. Je voulais avoir une information si, par rapport, on sait que le Gulf Stream a une grosse influence en fait sur notre environnement de tous les jours sur la Terre, et il semblerait qu'en fait sa vitesse diminue, et on sait très bien que si un jour le Gulf Stream s'arrête, on signe notre fin, quoi. Oui, ce qui pourrait se faire, qui s'est fait dans le passé, c'est que le Gulf Stream a été dévié à un moment donné parce qu'il y a un vélage très important. Un vélage, c'est la mise bas chez le veau, c'est la vache qui vèle. Et on dit pareil en glaciologie, les calottes glaciaires vèlent d'énormes icebergs. Et donc s'il y a un énorme vélage de glace qui descend de la calotte du Groenland, qui va amener de l'eau froide, qui va amener une perturbation de l'eau douce, froide, ça va perturber effectivement la dynamique du Gulf Stream. Ce qui déplace des masses d'eau, c'est les différences de température et de salinité. On appelle ça la circulation thermo-haline, thermo de température et haline de sel. La circulation thermo-haline, il y a des différences de salinité entre deux masses d'eau, des différences de température entre les eaux chaudes et les eaux froides, et ce sont les eaux chaudes, si vous voulez, qui sont plus énergétiques, qui vont s'échanger avec les eaux froides. Et effectivement, s'il y avait un vélage important, ça apporte de l'eau douce, changement de température et de salinité qui pourrait perturber le Gulf Stream. Oui, merci pour votre conférence et puis vos explications très très claires. J'ai juste une petite question en fait sur vos projets, vos idées pour l'avenir là dont vous avez parlé, vous avez évoqué le navire vertical. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors, je prépare une expédition pour étudier l'océan, donc en Antarctique, à l'opposé. Donc, le pôle Nord est au milieu de l'océan gelé, le pôle Sud est au milieu d'un continent de glace, entouré par cet océan qui fait en permanence le tour de l'Antarctique, que les marins appellent les 50e hurlants. C'est un courant qui fait tout le tour de l'Antarctique en permanence, qui est alimenté par des vents, les fameux vents de 50e, courant de surface, et qui est une courroie de transmission entre le sud de l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. Et ça tourne comme ça. Et cet océan, il est immense. Ça fait 22 000 km de circonférence. C'est géantissime. Quand vous rentrez à la maison, enfin, quand vous faites quand vous voulez, vous enlevez le globe terrestre de ces deux clous, là, si vous avez ça à la maison, et vous regardez. Et sur l'Atlas, vous pouvez le voir aussi, mais sur le globe, c'est encore plus visible. Et vous regardez la Terre en regardant par le pôle sud, comme ça. Vous allez voir que l'hémisphère sud, c'est un immense océan, en fait. C'est géant. C'est sur le sud des trois grands bassins, Atlantique, Indien et Pacifique. Et cette immensité d'eau froide est ce qu'on appelle le principal puits de carbone océanique de la planète. Le CO2 que l'on émet annexé, donc on a parlé du réchauffement, le CO2, le dioxyde de carbone est responsable du réchauffement, le CO2 se dissout dans les eaux froides. Donc les eaux polaires, les eaux froides, c'est ce qu'on appelle des puits de carbone. Et cette immensité d'eau froide autour de l'Antarctique est le principal puits de carbone océanique. J'ai bien dit puits de carbone océanique de la planète. Et toutes les publications sur cet océan se terminent, on a besoin de mesurer in situ, on a besoin d'y aller. Et donc c'est ça qui m'a initié dans cette réflexion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour séjourner sur cet océan de tempête? Qu'est-ce qu'on pourrait construire pour y aller dans des bonnes conditions de sécurité et de confort? Le principe, c'est quand le vent souffle, ça creuse, puis à un moment donné, bien sûr, ça souffle, mais ça creuse, et dans les eaux plus profondes, c'est stable. On est loin des vagues de surface. Donc si vous avez un navire vertical comme le micro, là, c'est exactement ça. Le micro, le niveau de la mer est là, vous avez 80 mètres sous l'eau, donc là, vous avez une grande partie qui est prise dans des eaux qui ne bougent pas, qui sont stables. Et à la surface, il faut avoir un treillis, quelque chose où l'eau passe à travers. Donc vous n'êtes pas impacté par les vagues comme peut l'être un bateau. Donc déjà, vous avez assuré un flotteur qui est d'une grande stabilité. C'est ça le principe, il s'appelle Polar, POD. Et POD, ça veut dire plateforme océanographique dérivante. On va dériver avec le courant circumpolaire autour de l'Antarctique. Ça va être habité par 8 personnes,
3 marins, 4 ingénieurs, et une autre, moi de temps en temps quand j'irai, ça durera 2 ans. Donc on sera relayés tous les 2 mois. Alors pourquoi on y va? Il y a 4 axes de recherche principaux. La première, c'est celle que j'ai dit, quelle est la capacité de cet océan à absorber le gaz carbonique. On appelle ça échange atmosphère-océan. Il y a en permanence des échanges de gaz et d'autres choses, d'aérosols et plein de choses. Échange atmosphère-océan sur cet océan. 1. C'est un acteur du climat, de par sa capacité à absorber le CO2. C'est un acteur du climat aussi parce que c'est un moteur de la circulation océanique mondiale. Mais 1. Échange atmosphère-océan. 2. Sous l'eau, là, à 80 mètres de profondeur, il y a le silence. Et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On met ce qu'on appelle des hydrophones, des micros sous l'eau, et on écoute. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Donc par acoustique, en écoutant, on va faire un inventaire de la faune. Ça, c'est le deuxième sujet. Troisièmement, validation des mesures satellites. Les satellites sont les observateurs de la Terre qui passent et repassent. Si vous voulez, l'intérêt d'une mesure scientifique, c'est de la répéter sur la durée. C'est-à-dire regarder des tendances, comment ça se passe, et le satellite passe et repasse tout le temps, et donc une mesure permanente. Mais on a besoin de valider au sol la mesure du satellite. Pour calibrer la mesure du satellite, on a besoin de, par exemple, sur la hauteur des vagues, sur la vitesse du vent, on a besoin de dire à l'instant T, voilà ce que j'ai là, et pour calibrer la mesure. Ça, c'est le troisième volet. Et quatrièmement, c'est microplastique et contaminants, c'est le quatrième sujet. Voilà. Ça concerne aujourd'hui 52 institutions de 12 pays, c'est devenu une grosse machine, un grand projet. Normalement, on devrait construire le PolarPod le deuxième semestre 2019, donc l'année prochaine, deuxième semestre. On fera une campagne d'essai assez longue parce que c'est très particulier. C'est un navire qui n'a pas de moteur, on est autonome en énergie. Il se déplace, le moteur c'est le courant, et l'électricité c'est les éoliennes. On a 6 éoliennes qui vont nous faire de l'électricité. Et puis c'est un bateau que l'on tire à l'horizontale. Tu vois, on ne peut pas l'amener comme ça. On le tire à l'horizontale, et quand on arrive au départ de la zone d'étude, on remplit des réservoirs, des ballasts, et puis il va basculer et partir dans le courant. Donc tout ça, ça a besoin d'être testé. Donc on aura en 2020 une campagne d'essai pour un départ en octobre 2021. Ça, c'est le calendrier que j'espère. Et trouver les ronds, c'est dur. Hein. Les équipes, ça va, le programme, ça va, la science, ça va, la technologie, ça va. Les ronds, c'est dur. Oui. Ah, bon. Je viens. Oui. Oui, il y a une question depuis tout à l'heure. Oui. Bonsoir. Merci pour votre intervention très intéressante. Vous avez parlé tout à l'heure de la fonte de la calotte glaciaire antarctique et vous l'avez associé à la disparition de l'espèce humaine. On l'associe à quel scénario climatique et dans la durée, si on continuait à évoluer tel qu'on évolue, on le voit comment dans le temps? La disparition de la glace au pôle sud, c'est pas un scénario qui est très avancé. Si vous voulez, il y a deux choses. Bon, l'Antarctique, c'est un immense glacier, hein, c'est une calotte de glace, donc les glaciers, ils avancent par gravité, sous leur poids, doucement, ils se dirigent vers la mer. Et en arrivant sur la mer, si vous voulez, ce glacier, il descend doucement et il va flotter. Il va flotter, donc il y a des baies profondes, il va flotter, ça fait en fait des plateformes flottantes. On appelle ça des ice shelves. Hein, c'est des plateformes de glace qui flottent, des fois qui vont 400 ou 500 km au-delà de la côte, et au bout, ça se casse régulièrement, et ça fait ce qu'on appelle les icebergs. Iceberg tabulaire, parce qu'ils sont plats comme ça, comme des tables, vous voyez. Ça, c'est un iceberg tabulaire. Paf, ça se casse, et l'iceberg va partir en mer, va fondre et amener de l'eau douce à la mer. Aujourd'hui, le niveau de la mer augmente, la température augmente, donc il y a une érosion, si vous voulez, sur ces plateformes flottantes, et donc il y a une perte de glace plus importante. On entend régulièrement parler, on parle d'icebergs qui sont gras comme la moitié de la Corse. Je ne sais pas pourquoi. La Corse est un indicateur sur la taille des icebergs. Mais, hein, vous avez entendu ça, grand comme la moitié de la Corse. Et bref, donc ça fait des grandes surfaces. Donc il est évident que quand vous avez tout d'un coup au bout cette masse qui s'en va, il y a moins de retenue et on s'aperçoit qu'il y a des accélérations de la descente du glacier. Donc ça accélère la perte de glace.
Et en même temps, on n'est pas sûr que ce soit un bilan négatif, parce qu'il y a un réchauffement, même là-bas, de quelques dixièmes de degrés, qui fait qu'il y a davantage de précipitations qui pourraient compenser la perte de glace. Donc le bilan n'est pas encore tout à fait établi. Je vais en profiter du fait que j'ai le micro pour et puis on a encore au moins 2 questions après. Pour vous demander, en fait, à l'heure actuelle, on sait qu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère et que donc il faut commencer à plus en émettre, à essayer d'absorber le plus possible. Il semble qu'on ne puisse pas en absorber suffisamment dans les océans, etc., qu'on a du mal à consommer aussi complètement par les forêts. Est-ce que, en dehors du fait qu'il faut essayer de faire un maximum pour qu'il y ait des moments, est-ce qu'il y a, je sais qu'il y a d'autres stratégies, en particulier des stratégies de manipulation de l'atmosphère. Est-ce que vous pensez que c'est un gros risque? J'ai l'impression qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de gens qui disent « c'est formidable, on va pouvoir éliminer tant de quantité de CO2 de l'atmosphère et finalement on n'aura plus de problème, on pourra émettre autant qu'on veut ». J'ai l'impression que ce sont des stratégies peu contrôlées, des technologies peu contrôlées et dangereuses. Alors on appelle ça de la géo-ingénierie. Alors, c'est pas pour absorber le gaz carbonique. C'est pour mettre un filtre au rayonnement solaire. Donc l'idée vient que quand par exemple il y a eu des grandes éruptions volcaniques dans le passé, on s'est rendu compte qu'après ces énormes, le Pinatubo par exemple, d'énormes explosions volcaniques qui ont envoyé dans l'atmosphère des millions de mètres cubes de poussière qui se sont installés autour de la planète et qui ont fait un parasol. Pendant des années après, la température s'est considérablement refroidie. Parce qu'effectivement, cette poussière qui est émise par une éruption volcanique gigantesque crée une forme de parasol qui arrête le rayonnement. Bon, ça, ce sont des phénomènes naturels. Ce qui est proposé, c'est effectivement de refaire pareil en envoyant de l'atmosphère des sels de soufre. Enfin, il y a des... ce sont des attrape-couillons. C'est une manipulation de l'atmosphère pour essayer de trouver des gros budgets. Mais sincèrement, je ne vois pas qui c'est qui va se lancer dans une chose pareille. Il y a eu, à un moment donné, aussi d'autres projets d'accélérer l'absorption du gaz carbonique par le phytoplancton. Pour que vous compreniez, sur l'océan, l'absorption du gaz carbonique, il y a 2 pompes. On vous l'a dit ça, non? Une pompe physique, une pompe biologique. La pompe biologique, c'est que le phytoplancton, l'herbe planctonique, par photosynthèse, elle prend le gaz carbonique de l'air, elle le fixe. Ça, c'est ce qu'on appelle la pompe biologique. Et ensuite, il y a la pompe physique, c'est ce que j'évoquais, la dissolution du gaz carbonique dans l'eau. Ce sont les 2 façons qu'ont l'océan d'absorber le gaz carbonique. Donc, à un moment donné, il y avait des projets d'ensemencer l'océan avec du fer, parce que le fer avait accéléré cette capacité du phytoplancton à se déployer, à se développer, donc de devenir davantage capteur. Il y a eu des exemples comme ça qui ont été faits sur des surfaces importantes et qui ne donnent rien. Dans la géo-ingénierie, non, ça, c'est pas bon. Hein, parce qu'on connaît, on met quelque chose en œuvre, mais quelles vont être les conséquences par derrière? Et puis une fois que c'est parti... Hein, oui, non, c'est l'impression que j'avais, mais on partage. Je suis content que vous confirmiez. Merci. Oui, bonsoir. Je voulais savoir par quel moyen vous saviez que vous étiez arrivé au pôle Nord. Je l'ai fait en 86, il n'y avait pas de GPS, et donc pas de téléphone Iridium. J'avais une balise Argos. Donc la balise Argos, c'est une petite boîte qui émet un signal qui est capté par un satellite, qui était renvoyé au centre spatial à Toulouse. Et j'avais un copain, Michel Franco, qui était à Resolute Bay, qui était un village du Grand Nord canadien. La question, prochaine question. Oui. De Grand Nord canadien. Et donc il interrogeait le terminal qui était à Toulouse, et il avait ma position de la veille. Moi j'arrivais le soir, je montais le camp, je mettais la balise Argos une heure, pour économiser les batteries, je coupais. Et donc, c'était analysé que le lendemain. Donc il me donnait la position de la veille. Et la position, il me l'a donnée par radio. Moi j'avais une radio de 20 watts, j'avais des piles lithium-ion qui marchent très très bien à basse température, et mes 20 watts, c'est pas grand-chose, vous voyez, donc l'émission était faible. Par contre, lui, il avait 100 watts dans une maison chauffée, etc. Donc il m'envoyait la position tous les jours à 19h précises,
et me donner ma position. Et moi, je lui ai répondu, bien reçu, bien reçu, bien reçu. Et lui, il me disait, le potentiomètre a bougé 3 fois, je sais que tu m'as reçu. Donc, vous voyez, le niveau de la conversation que nous avions était très pauvre. Donc, je savais où j'étais, pas là par les Argos, mais de la veille, mais j'avais l'habitude d'évaluer ma marche, d'estimer la dérive, etc. Et la direction, donc ça c'était la position, et la direction c'est avec le soleil. Le soleil c'est un astre fiable. Il est tous les jours à 6 heures, quand vous êtes le matin à 6 heures, ça vous êtes à l'heure solaire locale. À 6 heures il est plein est, midi il est plein sud, à 18 heures il est plein ouest. Vous voyez. Et donc quand vous marchez, vous allez vers le nord, à 9 heures il était là, 10 heures, donc j'avais l'habitude, je regardais la position du soleil et je me dirigeais avec la position du soleil. À midi vous marchez sur l'ombre quand il y a le soleil. Là, je m'arrêtais en général à 16 heures quand il était là. Et donc on prend l'habitude de marcher avec le soleil. Vous avez une question? Oui, merci. Oui, ma question est la suivante. Donc je ne vais pas faire de débat pour ce soir, dur, en entente avec les autres. Mais voilà, ça fait un peu, je dirais, théorie du complot ce que je vais vous dire. Ça m'intéressait. Ah oui, le projet ARP, vous avez connaissance du projet ARP? ARP? Oui. Non. D'accord, c'est un peu ce souci-là qu'on rencontre dans l'atmosphère, je pense. Peut-être dans la salle, quelques-uns en ont déjà entendu parler. Ça consiste à manipuler un petit peu tout et tous ses sens, voilà, dans ce qui concerne la météo, les catastrophes. Ils sont responsables des catastrophes météorologiques d'aujourd'hui, on va dire, dans ce monde. Donc c'est un projet. Ce sont des avions qui larguent des gaz spéciaux. Les chemtrails, voilà. Ah ben oui. Voilà, nous sommes tristement sous ces bombes, on peut dire. C'est un petit peu les médias qui nous cachent ça, ils nous disent que c'est pas tout à fait ça, mais c'est d'autres métaux. Mais c'est vraiment l'aluminium qui est lâché. Et autrement, le projet ARP déforme la météorologie. Et donc, je pense qu'il est impliqué dans le changement climatique. Si vous pouviez vous renseigner un peu plus dans ce sujet-là, je vous en remercierais d'avance. Parce que c'est très intéressant et on ne nous dit pas tout. Voilà. Et moi, je vais vous dire tout. Ça n'existe pas. Non, mais on le saurait, on le saurait, sincèrement. Il y a quand même suffisamment de personnes qui se penchent sur la combustion atmosphérique, il y a beaucoup de gens qui sont... Soyez tranquilles, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut faire des choses, vous voyez, moi j'habite dans le Tarn. Il y a un vignoble qui s'appelle le Gaillacois. Quand on voit arriver des orages et qu'on craint la grêle, boum, on envoie dans l'atmosphère des canons qui déplacent des masses de nuages. Ça, c'est quelque chose que l'on sait faire, qui est connu, si vous voulez, voilà. Mais ensuite, bazarder effectivement des gaz, ça veut dire qu'il y a des avions qui ont décollé, qu'on a chargé des avions, qui ont des pilotes qui savent, ça serait impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Comment voulez-vous tenir un secret pareil? C'est absolument impossible. Soyez tranquilles, ça n'existe pas. J'espère que vous êtes rassurés. Il n'est pas convaincu, mais c'est normal. Mais essayez de dormir cette nuit déjà. Il y a une question là. Et moi je me demandais, est-ce que vous pensez que c'est le consommateur qui doit agir pour entraîner un agissement des grandes entreprises, que ça doit bien venir de nous en priorité? Mais les entreprises ne sont pas des étrangers, vous voyez. Oui, mais... Ce sont des gens comme vous, quand vous allez entrer dans une entreprise comme nous, il y en a certainement qui sont là, tout le monde essaye de faire. Il est évident, ce qui est important, c'est qu'il y en a qui le font plus ou moins bien. Je donne un exemple de ceux qui ne le font pas bien. Une banque qui investit aujourd'hui sur l'exploitation du charbon. C'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes client d'une banque qui investit dans les mines de charbon, vous allez le voir demain matin au guichet, vous dites « je sors de la banque ». Voilà. Et c'est des choses simples, vous voyez ce que je veux dire? Mais je l'ai fait l'autre jour, j'ai fait l'autre jour une conférence organisée par la Société Générale. Ils avaient invité 110 investisseurs. Je l'ai dit comme ça, tout le monde m'a dit, nous on est sortis. Voilà. Mais ils ont tremblé un petit peu, vous voyez. Mais il faut semer les graines. Il faut semer les graines.
Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on peut se priver de ces investissements. Là, on a affaire à des... Vous voyez, c'est dinosaurien, quoi. C'est énorme, on parle de la marche du monde, mais si on ne fait rien, on n'y arrivera pas. Donc, vous aurez peut-être travaillé dans une banque prochainement, je ne sais pas quand, mais vous aurez ça en tête, si vous voulez. Voilà. Il y a une mine de charbon géante qui est en passe d'être exploitée dans le nord-est de l'Australie. C'est un projet monstrueux. Il y a une mine énorme, les Australiens se sont fait taper sur les doigts, ils ont décidé de ne pas y toucher, mais de confier ça aux Indiens. L'Inde a besoin de charbon. Donc pour aller exploiter ce charbon, donc il va y avoir des mines, etc., il faut faire une tranche dans la barrière de corail de manière à ce que les bateaux puissent passer pour prendre le charbon. Vous voyez la catastrophe, quoi. Pour un avenir du charbon, etc. Donc je racontais ça à cette soirée-là devant des investisseurs. Il me dit oui, mais ça représente 10 000 jobs. Je dis mais 10 000 jobs, mais pour combien de morts? Parce que la mine tue. Déjà sur la mine, la silicose tue, si vous voulez, le réchauffement climatique commence à tuer, déplace des populations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, c'est intéressant. Voilà une action que vous pouvez faire. Parlez-en à votre banquier. C'est un exemple, hein? Oui. Vous avez déjà mesuré votre propre trace carbone? Ou elle n'est pas bonne. Cette semaine, elle n'est pas bonne. Non, j'en ai parlé en volant tout à l'heure. Elle n'est pas bonne. J'ai fait cette conférence à Decazeville. Decazeville. Il faut y aller. Et donc ça a commencé en avion à Toulouse, en voiture jusqu'à Decazeville. J'ai repris l'avion de Rodez pour revenir parce que j'avais une conférence à Rennes. J'ai repris le train, je suis à Brest et je suis revenu en avion parce que j'avais été à Paris, j'ai une conférence. Donc j'ai une très mauvaise semaine. Mais je suis vigilant. J'habite à Paris et j'ai toujours eu un scooter. C'est pas très consommateur par rapport au poids, etc. Par rapport à une voiture. Bref, c'est tellement facile le scooter, vous démarrez quand vous voulez, on se garde où on veut, on assure les horaires, c'est parfait. Et je me suis dit, le jour où je ne pourrai plus faire du scooter, je quitterai Paris. Et l'année dernière, le scooter est tombé en panne. J'avais très mal au dos, le scooter est tombé en panne dans le garage. Et je me suis dit, peut-être il m'a... Puis j'étais moins concentré qu'avant. Et je me suis dit, peut-être il m'a envoyé un message. Donc j'ai vendu le scooter, je fais de la marche, je ne prends plus les escalators, je marche tout, etc. Je n'ai plus mal au dos, hein, et puis donc je me mets à marcher. C'est un exemple. Je ne le fais pas pour le carbone, je le fais pour ma santé, mais en même temps, c'est extrêmement bien. Donc j'ai 80 panneaux solaires quand même sur le toit, donc je suis producteur d'électricité. 80 panneaux solaires, ça me fait à peu près dans le Tarn 3 500 € par an. Ça me paie la taxe d'habitation et la taxe et l'autre taxe, comment on appelle ça, foncière. Et j'ai 6 éoliennes qui sont pas loin de chez moi que j'ai acceptées. Et la maire du village, où je suis né, là dans le coin, si vous voulez, la maire du village est venue me voir il y a quelques années quand il y a eu ce projet d'éolien. Elle m'a dit, moi je suis la grosse carpe du secteur, vous voyez, dans la petite mare du Tarn. Et donc elle pensait que j'allais m'opposer à ça. Alors elle m'a dit, tu sais, ça va me payer la moitié de la voirie. Je dis, mais ça va te payer la moitié de la voirie. Je ne peux pas avoir deux discours. D'une part, dire qu'il faut limiter les émissions de CO2, et d'autre part, de dire non. C'est à 800 mètres de chez moi. Il y a un truc qui me dérange, c'est pas le bruit, parce que ça fait un feulement un peu qui ne me dérange pas, surtout quand il y a du vent dans les arbres, j'aime dans les bois. Donc ça fait... Ce qui me dérange en hiver, c'est le feu à éclat qu'il y a dessus. Ça, c'est vraiment le truc qui me dérange le plus. Et j'ai survolé l'Allemagne en ballon pour m'entraîner pour une expédition que j'avais faite en ballon au pôle Nord. J'ai traversé l'Allemagne jusqu'en Pologne. Et donc on a volé pas mal la nuit. Et je n'ai pas trouvé ces lumières à éclat, j'ai trouvé des lumières rouges fixes. Ça me paraît, voilà. C'est un des trucs qui me dérange. J'essaye d'être cohérent. Quand vous allez au pôle, vous économisez quand même pas mal sur le taxe carbone. Ah, sur le pôle, le carbone. Oui. Aller au pied au pôle, ça vous prend du temps et... Ouais, on est venu me chercher avec un petit avion quand même. J'avais une question, c'était est-ce que vous regrettez quelque chose durant tout votre parcours? Alors j'ai deux frustrations. Oui, c'est ça que tu veux dire? Ouais. J'ai une première... On arrête, c'est la dernière question? C'est la dernière. Mais elle est bonne. Elle est bonne parce que je vais clôturer avec ça sélectivement. Il y a deux choses que j'ai interrompues et qui sont restées des frustrations. D'une part, le rugby. J'ai adoré le rugby. J'étais demi de mêlée au Castre Olympique.
Et j'ai dû m'arrêter pour des raisons de santé. Ça a été une frustration totale. J'ai adoré ce sport. J'étais demi de mêlée, vous voyez, avec ma taille et tout, je me régalais. Les demi de mêlée, c'est un poste génial entre les gros et les gazelles. Et j'adorais ce poste-là. Et donc, d'arrêter brutalement, c'était... Et la chirurgie. La chirurgie, ça reste quelque chose qui m'a vraiment porté. Et donc, je le dis, j'aime ça, c'est vrai, j'en fais sur le poulet. Je fais une dissection, chaque fois je fais ça bien, je passe dans les aponevroses, je décolle les aponevroses, je fais des articulations propres. Et c'est un réflexe naturel. Donc, en un mot, si vous avez une idée, c'est précieux. Vous avez eu peut-être déjà une idée, une envie, c'est précieux, à tout âge. À tout âge. Donc il faut s'y atteler, ça veut dire du temps, de la patience, de la persévérance. Effectivement, parce qu'on ne repousse pas les limites, vous voyez, on ne repousse pas ses limites, on les découvre. J'ai écrit un livre qui s'appelle Persévérer, même édition, et je parle de ça, qu'on ne repousse pas ses limites, on les découvre. Et vous avez compris une chose, moi j'ai eu 72 ans il n'y a pas longtemps, c'est vraiment l'âge de votre papy. Il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Merci. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure des remerciements. D'abord, évidemment, je vais commencer par vous pour cette conférence passionnante, pleine d'aventures humaines, vivifiante, inquiétante par moments, mais je pense pleine d'espoir. Et je pense que c'était un modèle revigorant aussi pour les jeunes, changer de métier, changer de vie, même si vous avez des regrets dans les changements, et puis construire son destin, c'est peut-être ça. Et en fait, ces conférences devaient être philosophiques au début. Je pense que c'est la petite touche de philosophie que vous avez apportée à la fin. Je vous remercie beaucoup. Je savais que cette conférence remplira toutes nos attentes, mais je crois que vous êtes allé bien au-delà. Et je pense que les applaudissements l'ont montré. Merci de passer tant de temps. Je pense que vous aurez l'occasion, au cours des dédicaces, d'échanger de façon peut-être un peu plus personnelle avec un certain nombre de gens. Donc moi je voulais remercier aussi le public qui est si fidèle, plus nombreux encore que d'habitude. Je voulais remercier les lycéens qui sont venus, qui ont réfléchi un petit peu à des questions, qui ont posé des questions pertinentes et qui ont bien lancé un certain nombre de débats. Je voulais remercier les enseignants. Je ne sais pas si M. Collet est là. Voilà, merci. Et puis j'espère que ça va continuer, qu'il y aura d'autres enseignants pour les autres conférences dont je vais dire un mot. Alors je voudrais remercier aussi donc le PS Barthélémy Durand et Madame Bathily qui nous mettent cette salle à disposition de façon extrêmement aisée. Je voulais remercier Madame Reichenbach et Madame Nicolas qui nous ont permis d'avoir le contact avec Jean-Louis Etienne et qui ont permis qu'il accepte de venir ici dans cette lointaine banlieue et d'avoir choisi Étampes. Je vous en remercie beaucoup. Et je voulais remercier aussi un peu Claude Jaillet et le Silo qui relaient efficacement ces conférences dans leur réseau si étendu. Bien entendu, Madame Hamelin est venue présenter la bibliothèque. Je voulais vraiment insister sur le rôle extrêmement important que la bibliothèque d'Étampes et de la communauté d'agglomération Étampes-Poissy-d'Essonne, sans qui ces conférences vraiment ne pourraient pas avoir lieu. Elle s'occupe de la communication, des affiches, des mails, de la présence, du contrôle d'identité qui était un peu bloquant apparemment ce soir, les échanges, les suggestions, les enthousiasmes, les inquiétudes quelquefois. Les aplanissements, les difficultés, etc. Donc, en premier lieu, Madame Guénaëlle Hamelin, qui est la directrice, qui dès son arrivée a apporté beaucoup d'encouragement à ces conférences et de façon très généreuse. Ludivine Herman et puis Grégory qui s'occupe de la vidéo, mais qui aussi s'occupe de Google. Vous avez vu, vous pouvez maintenant vous inscrire directement sans passer par mon canal, mais vous pouvez continuer à m'envoyer des mails, ça me fait plaisir. Vous avez remarqué que je répondais relativement rapidement. Et puis enfin surtout Bénédicte qui évidemment est partie au moment où j'allais la faire rougir. Donc
C'est Bénédicte, la cheville ouvrière, vous notez, hein, merci, mais la cheville ouvrière que je noie de mail, surtout la nuit, l'enthousiasme, la générosité, l'efficacité, la rigueur sont au moins égales à celles de Morgane, avec qui j'ai initié ces conférences. Et j'ai eu un grand plaisir à travailler, en fait, essentiellement à m'amuser avec vous, d'autant que vous êtes toujours souriante, sauf que quand vous me rappelez à l'ordre, parce que j'ai encore oublié d'envoyer un mail, de vous donner une réponse, etc. Maintenant, et puis M. Gourdien aussi, je ne veux pas oublier, qui s'occupe maintenant des dédicaces, et qui, ça fait plaisir qu'un libraire s'intéresse, vienne aux dédicaces, parce que je ne veux pas dire qu'on soit extrêmement gâté dans la région d'Étampes avec les libraires. Donc on a un vrai libraire qui s'occupe de vrais livres, qui s'occupe vraiment de vrais livres, donc je vous remercie, qui s'occupe des dédicaces. Et puis, avant de nous quitter, et avant la dédicace, je voudrais qu'on se tourne un petit peu vers le futur. Donc, on a prévu 3 conférences au premier semestre 2019. Donc, en février, le 8, sous la pression de Bénédicte, Olivier Saint-Jean a confirmé la date. Donc, le 8 février, il viendra. Donc, Olivier Saint-Jean est un gériatre. Il ne faudra pas lui dire parce qu'il ne va pas être content. Qui viendra nous parler un peu de maladies neurodégénératives avec, je pense, un message d'espoir. Et il m'a envoyé un titre. De nouveau, il était en réunion ce matin. Donc, en fait, comme il sentait que j'allais l'appeler 15 fois, il m'a envoyé un mail. Et son titre, c'est la médicalisation de la vieillesse, chance ou catastrophe. Donc je pense que ça sera assez intéressant parce que je pense qu'il a un abord de ces maladies très intéressant. Et puis en avril, le 12, Jean-François Toussaint viendra. Vous connaissez peut-être Jean-François Toussaint, c'est un médecin du sport qui a écrit des livres sur les limites du corps humain. Et je sais qu'il y a eu des discussions très intéressantes à la conversation scientifique d'Étienne Klein entre les tenants de gens qui disent que c'est le cerveau et qu'il n'y a pas de limite au corps humain, et lui qui a quand même dit qu'il y a un moment donné où ça va s'arrêter. Je peux le confirmer. Donc il viendra nous parler, je n'ai pas encore de titre, mais quelque chose, il a écrit des livres, ils sont vraiment passionnants sur les limites du corps humain. Donc après, je pense que vous serez saturé de médecins, parce que vous êtes médecin. Olivier Saint-Jean est médecin et Jean-François Toussaint est médecin cardiologue et médecin du sport. Donc on changera un peu et je pense qu'on parlera d'intelligence artificielle avec Gérard Berry. Gérard Berry est professeur d'informatique au Collège de France, enfin encore pour quelques mois. Il est titulaire de la chaire d'informatique. En fait, il est au Collège de France et de pataphysique. Alors, c'est pas le Collège de France et de pataphysique, c'est le Collège de France d'un côté, et il est régent de déformatique au Collège de pataphysique. Donc, en fait, vous verrez qu'il a beaucoup d'humour et il sait raconter des choses extrêmement passionnantes sur l'informatique, l'intelligence artificielle, etc. Le seul problème, c'est de caler une date parce qu'il est assez pris. Et puis je pense qu'on aura aussi François Tadei, que vous connaissez probablement moins. François Tadei, c'est un chercheur, c'est un polytechnicien qui est chercheur en biologie. Il a mal tourné en fait. Et qui a monté un centre qui c'est le centre de recherche interdisciplinaire. Et donc c'est quelqu'un qui fait fonctionner les gens entre les disciplines. C'est-à-dire dans son centre, il y a des philosophes, des historiens, des biologistes, des matheux, des physiciens, etc. Et en termes de recherche, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, extrêmement original. Et il a aussi lancé une idée qui s'appelle les saventuriers, c'est-à-dire d'envoyer de faire des binômes enseignants-chercheurs pour faire des projets de recherche aux enfants. Et quand je dis aux enfants, c'est vraiment tous les enfants, c'est de la maternelle à la terminale. Et donc pendant un an, il y a un couple d'enseignants-chercheurs qui montent un projet de recherche et à la fin de l'année, on fait un rapport, comme on fait vraiment un projet de recherche. Et il y a un petit congrès des saventuriers où on peut venir présenter tout ce qu'on a fait. Et moi j'en fais en ce moment l'expérience et c'est extrêmement passionnant. Donc je pense qu'il viendra parler. Alors je ne sais pas tellement, il faudra qu'on jongle entre les dates de disponibilité des uns et des autres. Et enfin, je ne désespère pas, pour ceux qui l'avaient vu, faire revenir Charles Pépin. C'est compliqué en fait. Enfin bon, il aime beaucoup le petit théâtre. On ne sera pas ici, on sera au petit théâtre, c'est la condition sine qua non. Il ne discute pas si je ne lui dis pas qu'on sera au théâtre.
mais j'espère le faire revenir. Et alors avant que Balsero m'engueule, il me fasse signe en tout cas. Donc je voulais dire qu'on n'était pas en fait les seuls dans la région à organiser ce type de conférence, et je voudrais féliciter Claude et le Silo pour les nombreuses activités philosophiques qu'ils organisent. Et je voulais vous dire, pour ceux qui étaient très frustrés que la journée sur l'univers n'ait pas lieu, qu'elle aura bien lieu. Je sais qu'il a envoyé des mails partout, mais je préfère vous le rappeler, elle aura lieu le 23 mars, donc il y aura de nouveau Aurélien Barraud qui a signé l'appel des 200, je pense que vous êtes au courant, sur aussi contre le réchauffement climatique, pour lutter contre le réchauffement climatique, avec je pense un discours avec lequel vous êtes tout à fait d'accord. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment, passez à la dédicace, à la discussion, etc. Merci.